Chers amis résistants, bonjour, mercredi 27 mai 2020. Commentons, si vous voulez bien, comme toutes les semaines, l'actualité. Depuis quelques mois, l'humanité est confrontée à un coronavirus particulièrement agressif, mais qui aurait pu l'être plus encore, et cette expérience nous prouve la vulnérabilité de l'humanité, parce que si ce méchant virus avait eu l'idée d'être encore plus méchant, on se rend compte que la science n'aurait pas été en mesure encore à ce jour de protéger les populations valablement s'il s'était avéré que 50 ou 60% des gens atteints en décèdent, ce qui arrive avec certains types de virus. Imaginez que celui-ci ait eu la agressivité, la létalité du VIH et sa contagiosité. Vous imaginez le désastre que ça représenterait. Bien, alors, je vous l'avais dit la dernière fois, on pouvait espérer bien sûr, avec les incertitudes que cela implique, qu'il soit sensible aux ultraviolets du soleil et qu'avec l'été, comme un certain nombre de virus, dans notre hémisphère nord, il souffrirait de l'ensoleillement. C'est ce qui semble se passer. Et bon, pour l'humanité, on peut s'en réjouir et espérer que dans un mois et demi, si les populations restent quand même mobilisées, prudentes, vigilantes, respectueuses d'autrui, on en soit plus ou moins débarrassé pour un temps. Mais enfin, c'est une espérance. Que constatons-nous? Que les gens se comportent toujours aussi mal finalement. Dès qu'on relâche la bride, il y a beaucoup de beaufs qui n'ont aucun respect d'autrui, aucun respect de la vie d'autrui et ne prennent plus les précautions nécessaires. On voit aussi que l'humanité se divise toujours en deux clans. Le clan des gens qui ont compris la vulnérabilité, la faiblesse, la nécessité de préserver la vie, de sauver la vie, et puis ceux qui jouent les cow-boys, qui jouent les fiers à bras, notamment, c'est le cas en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, où des dirigeants traitent le virus de communistes, et ceux qui se préoccupent du sort des pauvres, des plus vulnérables, des plus faibles, d'affreux gauchistes qu'il faudrait presque éliminer comme de la vermine, et que le virus est là pour ça. Bien, malheureusement, nous en sommes toujours là. Et puis, les hommes se comportent toujours aussi mal vis-à-vis de la nature. Le confinement a eu pour effet, évidemment, de rendre les forêts, les parcs, les jardins, les plages, les abords des océans beaucoup plus tranquilles. La faune en profite, bien sûr, mais cela n'a pas duré et n'aura pas duré suffisamment longtemps pour permettre à ce que la nature se reconstitue réellement. On me racontait, les ornithologues nous disent que le gravelot à collier interrompu, qui est un petit oiseau qui nidifie sur nos côtes, pond ses œufs à même le sol, dans le sable, et que malheureusement le retour des vandales, des voyous, des envahisseurs, font qu'ils transforment les nids des gravelots à collier interrompu en omelettes, en écrasant les œufs de ces malheureux oiseaux. Alors, voilà, ça c'est le comportement des hommes, qui est ce qu'il a toujours été. Sur le plan politique, que voit-on? Nos dirigeants n'ont pas changé non plus. Les populations ne changent pas, les lobbies sont toujours là, et après sera, comme je vous l'avais dit, comme avant. Il n'y a pas un après réellement. Les mêmes forces sociales sont en place. Je lisais ces jours-ci que de jeunes journalistes en Bretagne s'inquiètent du manque de liberté d'expression face au lobby agroalimentaire qui tient la presse locale, bien sûr, parce que par le financement de la publicité et par les divers financements, comme ils tiennent les élus locaux, et tout ce petit monde se tient, et les mêmes intérêts seront bien gardés. Quant aux gouvernants, ils restent qu'ils étaient. Ils ne changent pas. Si vous voulez changer de politique, il faut changer d'homme. On ne peut pas concevoir qu'il en soit autrement. Le gouvernement actuel, par un décret du 19 mai, se prépare peut-être à réautoriser les braconniers arriérés à piéger les petits oiseaux avec des gluots ou des lacets, ce qui évidemment est absolument abject sur le plan de la cruauté et absolument aberrant sur le plan scientifique, puisque tout oiseau englué est un oiseau perdu pour la nature. Néanmoins, le gouvernement s'apprête à reprendre des mesures aussi anti-écologiques et aussi agressives à l'encontre de notre faune, montrant ainsi qu'ils n'ont rien compris, rien appris, rien changé. Et puis,
je voudrais mentionner le fait que le président national des chasseurs, personnage que je ne connais pas et que je ne commenterai pas, a déclaré, je l'ai lu avec un petit peu de surprise et de consternation, parce que je ne me fais guère d'illusions sur la hauteur morale et intellectuelle de ces personnages, mais enfin là quand même, j'ai été un peu surpris et je suis même un peu circonspect sur la véracité de ce genre de propos. Mais enfin, il aurait déclaré qu'il voulait choper, j'emploie ces termes, choper les opposants à la chasse pour leur casser la gueule. Bon, écoutez, ces propos méritent le mépris insondable que je leur porte, mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas du tout ce personnage, mais c'est le fait que ces individus, et celui-là notamment, soient reçus avec génuflexion et beaucoup de componction par le chef de l'État, qui n'a pas hésité à fêter son anniversaire à Chambord avec ces gens-là. J'allais dire, mais enfin, dans quelle bassesse sommes-nous arrivés, et on nous dit, le chef de l'État dit qu'il veut mettre ses pas dans ceux de Charles de Gaulle. Imagine-t-on Charles de Gaulle en train de recevoir des lobbies de la chasse et perdre son temps à cela? Bon, j'ai un peu de dignité tout simplement et un peu de lucidité sur ce qu'est le peuple. Ah, c'est une notion, le peuple. Le peuple n'a pas toujours raison. Le peuple dans l'histoire n'a pas toujours eu raison. Quand le peuple allemand a choisi Adolf Hitler en décembre 1932, lui permettant d'accéder le 30 janvier à la chancellerie, le 30 janvier 1933, il avait commis une erreur, indéniablement, même dans le sens de son intérêt. Ça lui a coûté combien de millions de morts, de ruines, de malheurs, de viols, de drames, dont le peuple allemand a été victime parce que le peuple allemand avait fait un mauvais choix. Les peuples se trompent. Il ne faut pas avoir, je veux dire, une divination du peuple. Le peuple peut être égaré à un moment donné, peut se tromper. C'est une chose qu'il faut bien avoir présente à l'esprit. Donc, il ne s'agit pas de vénérer le peuple, mais tout simplement de constater ce qu'il est. Or, le peuple français d'aujourd'hui n'est pas aussi médiocre, aussi vil, aussi bas que ne se l'imaginent ses dirigeants. S'il savait vraiment ce qu'est le peuple, le chef de l'État ne recevrait pas le monsieur qui veut casser la gueule à ses opposants. Parce que le peuple, enfin, qu'il le consulte, le peuple, soit par voie référendaire de temps en temps, puisqu'il met ses pas dans les pas de Charles de Gaulle, il pourrait mettre ses pas aussi en consultant le peuple en dehors des périodes électorales pour demander si il a toujours la confiance de ce peuple. Et s'il ne l'a plus, en tirer, comme dans les pas du général de Gaulle, les conséquences que ça implique. Bon. Et il apprendrait, s'il mettait ses pas dans les pas de Charles de Gaulle, que 80% des Français veulent l'abolition de la chasse à courre, même si ça ne plaît pas à certaines banques ou à certains milieux très mondains et très dégénérés, où on s'adonne à ce genre de loisirs. Bon, alors, j'allais dire, c'est un mépris que cette classe-là a du peuple, cette classe qui est coupée du peuple et qui ne sait plus ce qu'elle est. Alors, encore une fois, je ne divinise pas le peuple. Je ne dis pas que le peuple a toujours raison. Il arrive que le peuple ait tort. J'en veux quelques exemples très concrets. Actuellement, dans un département que je connais un peu, puisque je me trouve y habiter, il y a un débat surréaliste pour savoir s'il faut faire une route de 5 km dans la vallée de la Dordogne. Cette vallée qui est historique, voire préhistorique, cette vallée qui est quand même un peu préservée, et où viennent beaucoup s'ébattre les Hollandais, les Anglais, les Allemands, les beaux jours venus en juillet-août. Et là, des élus locaux, évidemment, sur la lancée habituelle de leur culture d'élus locaux, s'imaginent faire le bonheur des gens en coulant du bitume et en créant des routes. Quand il y en a une qui est faite, ils veulent tout de suite en faire une autre. Bon, ça, c'est un petit peu ce que j'appellerais le syndrome de la cellule cancéreuse. C'est-à-dire que progressivement, on artificialise la terre, on la détruit, on détruit la nature, on l'expulse et on l'invite à aller se faire protéger ailleurs. Bon, bref. Donc, il y avait un débat sur cette déviation dans la vallée de la Dordogne, un petit village qui s'appelle Beynac, et ça a suscité tellement des passions que même Stéphane Bern, par exemple, a pris position au niveau national contre ce projet, et ce projet
qui avait été approuvé momentanément par des élus et puis par le préfet de la Dordogne il y a quelques années, a été censuré par le Conseil d'État en référé, puis par les tribunaux administratifs. Le département de la Dordogne, les élus locaux ont continué leur combat et ont essayé d'obtenir des juridictions, des décisions qui leur soient favorables. Ils n'y arrivent pas. Et actuellement, il y a un débat surréaliste en disant, mais attendez, dans le bled là en question, petit village, il y a une majorité de gens qui se sont exprimés plutôt pour la déviation. Donc il faut faire la déviation. Alors là, c'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'état de droit. Pourquoi? Mais parce que quand on crée une route ou un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, la question s'est aussi posée, ce n'est pas une décision momentanée dont 300 personnes pourraient décider localement en disant bah, « nous sommes aujourd'hui pour cela ». Non, quand on crée une route ou quand on crée un aéroport, ils sont là pour 50 ans, 80 ans, pour ne pas dire pour presque toujours. Or, dans 50 ans, dans 80 ans, les gens qui se sont trompés à un moment donné et qui ont été pour un projet ne seront plus là. Et ceux qui seront là, peut-être, je l'ignore, mais peut-être, déploreraient, regretteraient qu'on ait assassiné la vallée de la Dordogne comme on a assassiné la Côte d'Azur, parce que des promoteurs voulaient faire du béton et parce que les habitants du coin avaient tout intérêt à avoir leur lopin de terre en constructible, même s'il ne restait plus que 200 mètres carrés et qu'on voulait presque y mettre 300 mètres carrés de béton. Hein. Ça, donc, si vous voulez, c'est tout le problème qu'il y a au niveau de la démocratie. La démocratie peut-elle tout? Soit peut-on, par exemple par voie démocratique, attenter aux droits des minorités et décider de priver de liberté, de droits civiques, voire mettre à mort une partie de la population parce qu'une majorité l'aurait décidé? Bien sûr que non. C'est évident que non. Eh bien, de même, peut-on mettre à mort la nature parce que localement, 200 ou 300 personnes, peut-être mal informées d'ailleurs, hein, veulent qu'on bitume? Parce qu'ils ont peut-être des intérêts immédiats et personnels aussi, hein, ou parce que la propagande locale leur fait dire qu'ils ne vont pas devenir une réserve d'Indiens, qu'il faut désenclaver. Non, ce qu'il faut désenclaver, c'est les esprits. C'est les esprits. Alors j'allais dire, là aussi, il faut savoir faire prévaloir, parfois, l'intérêt général sur les caprices ou les erreurs d'une majorité. Une majorité n'a pas toujours raison. Bon, il y a des choses qui doivent se décider à la majorité et il y a d'autres choses qui relèvent de l'état de droit. C'est-à-dire qu'une société édicte des normes et ces normes s'imposent à tous, y compris à une majorité de circonstances à un moment donné. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet et je voulais aussi commenter un petit peu la façon dont les choses se passent au niveau politique actuellement en France. On voit très bien que le président de la République actuel, qui a été choisi par certains milieux d'affaires, s'use. C'est pas grave, pour les milieux d'affaires, c'est pas très grave. L'essentiel est qu'il retrouve un candidat potentiel. Alors ces candidats potentiels, les 9 propriétaires de magazines et de chaînes de télévision les ont trouvés. Ils s'appellent François Baroin ou Xavier Bertrand. Ce sont les hommes qui sont en réserve du CAC 40. Hein, ce sont des hommes qui sont en réserve des intérêts catégoriels que servent les gens qui sont propriétaires des médias. Et on fait monter actuellement M. Xavier Bertrand notamment. Eh bien, moi je vous le dis, vous qui êtes des démocrates, vous qui êtes des écologistes, vous qui êtes des gens sociaux, Xavier Bertrand gouverne sa région avec le CPNT. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Je ne ferai pas d'autres commentaires et je vous dirais que ce sont les mêmes intérêts qui seraient à l'œuvre, les intérêts des lobbies. Voilà. Et il y a une chose que j'observe, c'est que les intellectuels, voyez-vous, de notre temps évoluent. C'est très curieux. Il y a beaucoup d'intellectuels, de politiques, qui en 68 sur les barricades criaient De Gaulle, ça suffit, 10 ans, ça suffit. Bon, c'était les petits cons de la dernière averse, qui étaient maoïstes ou trotskistes, et qui sont devenus des vieux cons des neiges d'antan, et qui ont crié maintenant vive Sarkozy, vive Macron, vive Bertrand, vive la droite en général. Bon, ça évolue les gens, vous voyez, c'est comme ça. Et je suis parfois amusé en me disant que les neurologues n'ont plus besoin de faire des tests. Hein. Les idées politiques, c'est comme les rides.
ça évolue avec le temps, et les idées conservatrices sont les rides de l'intelligence. Sont les rides de l'intelligence, et quand M. Macron, par exemple, fait les poches des petits vieux pour les pensions de retraite, il n'a pas complètement tort. Il a très bien compris que ces gens-là, de toute façon, par frilosité, voteront toujours pour le parti de l'ordre, même quand cet ordre leur donne des coups de bâton et que cet ordre est fondamentalement injuste. Alors, neurologue, ne cherchez plus des tests, cherchez pour qui votent les gens que vous examinez, ça vous donnera une idée de leur vieillissement cérébral, parce que progressivement, c'est une chose qui m'amuse un peu, j'observe certains penseurs, je ne les commande pas, les uns comme les autres, qui, à 20 à 25 ans, prônent des idées, souvent d'ailleurs extrémistes aussi, qui n'étaient pas les miennes à cette époque-là, parce que personnellement, je n'ai jamais été maoïste, j'ai toujours préféré la liberté, les droits humains, le respect des personnes au fascisme, qu'ils soient rouges, qu'ils soient bruns, qu'ils soient blancs, qu'ils soient conservateurs, peu importe, je n'ai jamais aimé le fascisme, et pas davantage le fascisme des ultramarxistes que j'ai combattu quand j'étais à l'université, jeune étudiant, et que moi je n'étais pas piégé par le gauchisme de l'époque, comme je ne suis pas aujourd'hui piégé par le conservatisme ambiant et par le ralliement à des gens qui disent que l'environnement, ça commence à bien faire, et qui prônent le mépris de l'animal, de la nature et de l'homme. Vous voyez, il faut combattre toutes ces modes, toutes ces idées reçues. Et surtout, mes amis, restez unis dans l'esprit de résistance. Car si vous n'êtes pas unis, les lobbies qui sont si puissants, qui possèdent les magazines, qui possèdent les chaînes de télévision, imposeront très habilement leur candidat, tout simplement en l'opposant à Hitler ou à Mussolini au second tour, parce que tout est pipé d'avance. Donc, si messieurs Jadot, messieurs Mélenchon, Ruffin et je ne sais qui encore, vous n'arrivez pas à vous entendre et à présenter un seul candidat, vous serez battu, éliminé dès le premier tour, et M. Macron, Bertrand ou autres seront élus au second tour. Tout est joué d'avance. Alors, vive l'unité, vive la résistance, vive la vie, et surtout, protégez-vous, pour profiter de l'été et du soleil. À bientôt, mes amis résistants, à la semaine prochaine, et merci à Isabella, et merci à Bénédicte.